Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer les révisions de physique. On a fait toute la partie chimie dans les premières capsules et à partir de maintenant on se fait de la physique. Je vais peut-être pas traiter tout le programme de physique mais vraiment l'essentiel pour passage à la terminale pour vos révisions. Et on va commencer par les forces. Donc on va faire un rappel sur toutes les forces que vous êtes censés avoir vues jusqu'à présent et sur les lois de Newton, notamment on reviendra sur la première et la deuxième loi de Newton. Donc c'est parti pour les différentes forces à connaître. On commence par le poids, donc deux symboles grand P. Le poids, c'est quoi? C'est la force que la Terre exerce sur un corps qui possède une masse. Et d'ailleurs, en parlant de force, il serait bien également de définir ce qu'on appelle le système et le référentiel d'étude. Le système, c'est l'objet que je vais étudier, alors l'objet, le corps. Ici, dans mon exemple, le système, c'est la pomme. Le système, on le met entre accolades, d'accord? Et le référentiel, en gros, ça serait comme une caméra placé sur le sol, par exemple, si on veut un référentiel terrestre, et qui visualise la trajectoire du système. Donc, si vous étudiez un mouvement sur la Terre, on prendra le référentiel dit terrestre. Un référentiel terrestre, c'est tout objet qui est immobile par rapport au sol. Par exemple, moi là, je suis assise, je suis un référentiel terrestre. Okay, donc le référentiel la prof et le référentiel terrestre. Si vous étudiez des satellites autour de la Terre, qu'ils soient naturels comme la Lune ou lancés, vous utiliserez le référentiel géocentrique et pour étudier le mouvement de planètes autour du Soleil, on utilisera le référentiel héliocentrique. Hélios pour Soleil. Donc, une force, ça va avoir des caractéristiques. Ça va avoir un point d'application, donc où je commence mon vecteur force. Par exemple, ici, mon vecteur force, mon vecteur poids est situé en ce point-ci, le début. Pour le poids, il est situé au centre de gravité du système. Donc un vecteur force, ça a un point d'application, une direction. Alors la direction, c'est verticale, horizontale, oblique. Ça a un sens, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et ça a une norme qu'on appelle aussi en physique-chimie une valeur. Et nous, en fait, pour pas trop s'embêter, c'est comme ça qu'on fait, on va pas écrire la norme de P comme ceci, mais on va l'écrire comme ça. Donc, on ne met pas le vecteur et les deux barres de chaque côté, on écrit directement comme ça. Donc ça veut dire valeur, ça veut dire norme d'une force. Hop, je l'efface. On va donc donner les caractéristiques du poids. Le poids, son point d'application, ici, c'est le centre de gravité du système. La direction, c'est juste la droite. La direction, elle est verticale. La direction du poids, c'est la verticale du lieu. Le sens, c'est vers le bas, vers le centre de la Terre. Et la valeur, la norme, donc ça c'est une formule que vous êtes censé connaître, c'est P égale à M fois G, avec G qui est en newton par kilogramme. Vous verrez aussi que ça s'exprime en mètres secondes moins 2 en terminale. La masse en kilogrammes, parce qu'on est en physique. Attention, en chimie, on exprime les masses en grammes, en physique en kilogrammes. Et le poids en newton. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Ça vaut en moyenne, en tout cas en France, 9,81 newtons par kilogramme. Cette valeur, vous n'avez pas à la connaître. Ça serait bien quand même de savoir que c'est environ 10 à la louche. Mais on vous la redonnerait dans l'énoncé. Donc voilà pour le poids, ça serait sa norme à la fin. On va passer à une autre force. Donc la tension du fil qu'on note grand T, ça peut avoir lieu quand vous avez un fil, un ressort, un truc suspendu à quelque chose. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette tension du fil? Ici, vous avez comme système la boule d'un pendule qui va être reliée, alors ça, c'est le plafond. Donc le fil est là. Visuellement, on voit que le point d'application, c'est le point de contact entre le système et le fil. Donc point d'application, point de contact entre le système et le fil. La direction, donc la direction du vecteur, c'est suivant le fil. Le sens, c'est vers le haut, ou alors vous pouvez dire du système vers le fil. Et la norme, donc c'est juste T, on n'a pas de formule. Donc T qui sera en newton. Et donc, pour trouver la valeur de T, on pourra servir de la première ou de la deuxième loi de Newton, justement, qu'on verra par la suite. Alors,
Là, on passe à la force de frottement fluide. Donc un fluide, ça peut être un liquide ou un gaz, mais généralement c'est négligeable dans les gaz comme dans l'air. Donc là, je vais prendre le cas d'un fluide, par exemple de l'eau. Donc soit le système bille lâchée dans une éprouvette remplie d'eau. Donc la bille, elle est là. Et quand elle va tomber, elle va être freinée par les molécules d'eau en quelque sorte. Le fait d'être freiné, c'est dû à un frottement fluide. Et en fait, le frottement, il s'applique sur toute la surface de votre boule. Mais on ne va pas représenter plein de petites forces de partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter la force résultante au centre de cette boule. Donc là, pour le coup, le point d'application de la force, c'est le centre de gravité de la boule. En fait, normalement, c'est le centre de la surface de contact entre le système et le fluide. La direction, eh bien, c'est la verticale, hein, parce que votre bille, elle tombe, et en fait, la force de frottement va s'opposer au mouvement, et le sens, c'est vers le haut, parce qu'encore une fois, la force de frottement s'oppose au mouvement. Ça la freine, d'accord, votre bille. Et la norme, on n'a pas de formule, hein, donc ça serait F, qui serait en newton, et qu'on obtiendrait également par la première ou la deuxième loi Newton. Je peux juste vous dire que pour des vitesses assez faibles, la valeur de F est proportionnelle à la valeur de la vitesse de la vie, à la vitesse instantanée. Donc en fait, F égale à K fois V. Mais ce n'est pas toujours le cas. Sur le V, on peut avoir une puissance. Comme on était dans un fluide, j'enchaîne sur la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède qu'on peut noter pi FA pour force d'Archimède ou PA pour poussée d'Archimède, hein, ça dépend du preuve que vous avez, ça est égal au poids du volume d'eau, du volume de fluide déplacé. Donc là, par exemple, j'ai la bille que j'ai mis dans de l'eau, et le fait d'avoir mis la bille, ça va faire remonter l'eau. C'est comme quand vous rentrez dans votre baignoire, le niveau de l'eau monte. Donc en fait, il y a le fluide qui est déplacé. Eh bien, la poussée d'Archimède, ça serait égal au poids du fluide déplacé pour sa norme, hein. On voit que les caractéristiques de la poussée d'Archimède ici sont lesquelles? Eh bien, la poussée d'Archimède s'applique au centre de gravité du fluide déplacé, mais en fait, ça équivaut au centre de gravité de la boule que vous avez mis dedans. C'est pour ça que je l'ai mis ici. La direction, c'est la verticale, et le sens, c'est vers le haut. Donc ça vous fait remonter le fluide si votre système va vers le bas. Donc je vous ai mis ici l'expression vectorielle. On a un moins là, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble au poids. P égale à M fois G. Sauf que M, normalement, c'est la masse du système, ça aurait été la masse de la boule. Ici, c'est la masse du fluide qu'on a déplacé. Et comme en fait, ça va vers le haut et pas vers le bas, contrairement au poids, je mets un moins ici par rapport au vecteur G. Attends, c'est de la pesanteur. Le vecteur G, hop, il est vertical, dirigé vers le bas. D'accord? Donc, si vous vouliez la norme, par contre, la norme, ça serait juste la masse du fluide fois l'intensité de la pesanteur, avec G en newton par kilogramme, la poussée d'Archimède en newton, et la masse du fluide déplacé en kilogrammes. Petite indication, généralement, vous n'avez pas la masse de fluide déplacé, vous aurez le volume de la sphère qu'on introduit. Donc, je vous conseille de savoir passer de la masse du fluide à ρ fois V, parce que vous savez que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, en isolant la masse, on obtient ρ fois V. Et en fait, le volume d'une sphère, c'est 4/3 de pi r cube. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans les énoncés, très généralement, vous avez le rayon ici de la boule. Vous avez la masse volumique du fluide. Donc, le volume que j'ai écrit là, le volume du fluide déplacé, qui est égal au volume de la boule, ça serait 4/3 de pi fois r cube, sachant que r, ça serait le rayon de votre boule. Voilà. On passe à la réaction du support. Quand vous mettez quelque chose sur une table, donc par exemple ma main, ça va être la table, et je mets mon téléphone portable dessus. Il y a le poids, donc si mon système c'est mon téléphone, vertical dirigé vers le bas, mais ce téléphone ne défonce pas ma main. Ma main le retient, donc il y a une force verticale dirigée vers le haut, parce que s'il n'y en avait pas, ça tomberait. Cette force, en fait, c'est la réaction du support qu'on note R, ici. Et en fait, elle va être composée de deux composantes, une composante dite normale et une composante dite tangentielle.
Alors, ici, on considère mon téléphone portable et là, la table. Alors, j'ai dit un livre. Bon, ça peut être mon téléphone. Sur un plan incliné. Donc là, c'est si je m'amuse à mettre un plan incliné et que je mets un livre dessus. Le livre, il peut glisser ou pas. Et en fait, ça accroche plus ou moins avec le plan incliné, avec la table. On va avoir la composante RT qui va s'opposer au mouvement. C'est un peu comme une force de frottement solide entre la surface de contact et votre système. Donc, pour placer RT, la composante tangentielle, tangente du coup à la surface de contact, on se place ici au milieu de la surface de contact entre votre système et la surface, parce qu'en fait c'est en contact tout ici. Je prends le milieu, je trace une droite qui est parallèle à la surface de contact, et si en fait là le téléphone portable ou le livre il est censé chuter vers la gauche, et bien comme ça s'oppose au mouvement comme une force de frottement, je vais faire la composante tangentielle vers le haut. Ensuite, je fais une composante normale. Normale, c'est perpendiculaire à. Donc, en ce point-là, au milieu de la surface de contact, je trace une droite qui est perpendiculaire, je vous ai mis le petit symbole perpendiculaire à la surface de contact. Donc, voilà, et qui est dirigée vers le haut. Donc ça, c'est la composante normale, normale, perpendiculaire. Ici, on a placé les normes un petit peu au hasard, d'accord? Et si je fais la somme des deux, donc là, c'est des maths, donc je prends mon premier vecteur, par exemple, Rn. Au bout de ce vecteur, je place Rt. Mon point de départ, c'est ici, mon point d'arrivée, c'est là. Ça me permet de tracer ce vecteur résultant Rn. Donc la réaction du support Rn est composée de ces deux composantes, la composante normale et la composante tangentielle. Voyons maintenant l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, ça va être la force qui va s'exercer entre deux corps qui possèdent une masse. Donc, ici, j'ai pris un premier corps de masse A, un deuxième corps de masse B. Et en fait, quand deux corps ont une masse, ils vont s'attirer. Donc là, c'est pas probant que mon stylo m'attire, mais je vous jure que mon stylo m'attire et que j'attire le stylo. Bref, trêve de plaisanterie. Alors, la force que le corps A exerce sur le corps B est égale en norme à la même chose. C'est-à-dire que F de A sur B est égal à F de B sur A en norme. Et là, en fait, au format vectoriel, j'ai mis un moins parce que vous voyez que les deux flèches sont exactement les mêmes, elles ont juste un sens opposé. Quelle est l'expression vectorielle de la force que le corps A exerce sur le corps B? Le slash, pour rappel, ça veut dire exerce sur. Eh bien, ça est égal à G, donc la constante de gravitation universelle, qui vous sera redonnée, ce n'est pas une constante à connaître par cœur, donc la valeur vous est donnée dans l'énoncé, fois la masse de A, fois la masse de B, divisé par la distance qui sépare A et B au carré. Et là, on voit l'apparition d'un petit vecteur unitaire U. Le vecteur unitaire U, c'est comme le I et le J en maths sur un axe. En maths, hop, on va dire que là, il y a le X et là, il y a le Y, et vous avez deux vecteurs unitaires, I et J. Eh bien, nous, notre U ici, ce serait pareil, ce serait un vecteur unitaire, mais pour une norme de force. Donc, ça serait par exemple 1 newton, valeur de sa norme. Je vois quoi? Le U qu'on vous a donné, il est suivant la droite qui relie les deux, mais dirigé vers la droite. Alors que la force que je regarde, ici, elle est dirigée vers la gauche. Donc la droite est la même, c'est bien collinéaire, mais le sens est opposé, d'où le moins. Ok, donc ça veut dire que F de A sur B a la même direction que U, hein, celle-ci, mais à cause du moins, elle a un sens opposé, donc elle va vers la gauche. Et pour trouver la norme de cette force, j'enlève les vecteurs et j'enlève le moins. Donc par rapport à la norme, on aurait F de A sur B qui serait égal à F de B sur A, comme on vient de le dire, est égal à G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance qui les sépare au carré. Au niveau des unités, la distance, ça se donne en mètres. Alors faites attention, très généralement, les distances sont de l'ordre de kilomètres dans la leçon qui s'y rapporte. Il faut faire la conversion. 1 km, c'est 10 puissance 3 mètres. Les masses sont en kilogrammes. Encore une fois, on est en physique. En chimie, c'est en grammes. En physique, c'est en kilogrammes. La force est en newton. Et donc, quelle est l'unité de G? C'est comme si vous l'isoliez de la formule. Donc, G, ça est égal à des newtons. Je dégage à l'autre côté. Ça me fait des mètres
carré, je dégage tout ça de l'autre côté, ça me fait des kilogrammes moins 2. Là, ce sont des points. Donc, vous devez savoir retrouver l'unité de G. Et très souvent, nous, on vous donnera la valeur et SI pour dire système international. Donc, nous, on ne vous file pas l'unité, mais c'est à vous de la retrouver. Quelles sont les caractéristiques de la force que A exerce sur B? D'application de F de A sur B, ça va être B, vu que c'est sur B. Et quel point le centre de gravité de B? Généralement, les corps sont représentés par un point au lycée. Donc, vous aurez peut-être que le point B et pas la sphère que j'ai représentée. Ensuite, la direction de la force, c'est suivant la droite qui relie les deux corps. Le sens, comme c'est attractif, ça va être de B vers A, parce que B est attiré par A. Et la norme, elle est écrite ici. On passe à la dernière force qu'on va revoir, issue de la loi de Coulomb, donc on peut appeler la force électrique ou la force électrostatique, donc qui s'exerce entre deux charges, une charge QA et une charge QB. Alors ça peut être par exemple un électron, un proton, un ion. En fonction de la charge de ces deux entités, la force elle peut être attractive ou répulsive. Deux charges de même signe vont se repousser. Donc si QA et QB sont tous les deux de charge positive, elles se repoussent. Si elles sont tous les deux de charge négative, elles se repoussent. Mais s'il y en a une positive et une négative, elles vont s'attirer. Donc ça, c'est le schéma où ça se repousse. Donc les deux charges en A et B seraient de même signe. Et là, c'est le cas où ça s'attire. C'est le cas où QA et QB ont des signes de charge opposés. Alors, la norme de cette force, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, si je regarde F de A sur B, elle va être égale à K, donc c'est une constante qu'on vous donnerait, fois QA fois QB sur la distance ici D qui les sépare au carré, et on met des valeurs absolues parce que QA et QB peuvent être positives et on ne peut pas avoir une force négative. Donc, pensez à mettre les valeurs absolues. Alors, certains les mettent pour QA et pour QB, moi je les mets aux deux extrémités, ça revient au même. Au niveau des unités, la charge, c'est en coulombs. La distance, c'est en mètres. Et une force, c'est en newton. Ce qui fait que K, votre constante, elle doit être, donc ça, c'est comme si vous l'isoliez. Si je l'isole, je vais avoir ça de ce côté-là, donc des newtons. Je dégage le D au carré, donc ça me fait des mètres carrés. Donc c'était divisé par des mètres, ça devient des mètres carrés. Et ici, si je le dégage, ça fait des coulombs moins 2. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, c'est 9,0 10 puissance 9 newton mètre carré, coulomb moins 2. Si je regarde les caractéristiques de la force, donc par exemple pour celle-ci, là, la force que A exerce sur B, le point application, c'est le point B, donc ce serait le centre de gravité de l'entité qu'on a au point B. La direction, c'est suivant la droite qui relie A et B. Le sens, c'est de B vers A parce que c'est attractif. Dans ce cas-là, ça serait de A vers B. On va vers le haut, là. Et la norme, eh bien, c'est celle-ci. Donc la norme, ça ne change pas que ce soit attractif ou répulsif, vu qu'on a de toute façon des valeurs absolues. On va mettre en application un petit peu les forces qu'on a vues dans un cas concret. Donc exercice, on a un téléphone qui est en équilibre sur une pente, donc c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, ma main, genre c'est la pente, je mets mon téléphone dessus, il est en équilibre, ça veut dire qu'il ne bouge pas, d'accord? Faire un bilan des forces qui s'exercent sur le système téléphone dans le référentiel terrestre. Alors on pourrait rajouter que le référentiel terrestre est supposé galiléen, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer les lois de Newton à ce système. Donc les lois de Newton qu'on va revoir dans pas très longtemps. Je fais d'abord un dessin, je vais placer mon système, la pente et les différentes forces. Donc ça c'est mon téléphone, il était rouge comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Ça, c'est ma pente. Quelles sont les forces qui s'appliquent? Dès qu'on est sur Terre, on est sûr d'avoir le poids. Alors, vous ne l'appelez pas l'interaction gravitationnelle, même si c'est la même chose, dans le cas où D, c'est égal au rayon de la Terre. Mais sur Terre, on aura toujours le poids.
Donc le poids, vous vous souvenez, il s'applique au centre de gravité du système, que là j'ai repéré par une petite croix. Il est vertical, dirigé vers le bas, de norme P égale à M fois G. On va se le dessiner. Donc c'est bien la verticale du lieu. Hein. La faute, ça serait de faire perpendiculaire ici à la surface. Bien verticale. Je l'ai fait aller jusqu'à ce point-là. Vous pouviez l'arrêter avant. La norme, on n'a pas demandé de faire une échelle, donc vous faites le trait que vous voulez. Moi, je prends cette habitude-là parce que quand on fait des projections des forces, je trouve ça plus simple de faire descendre le poids là pour aller repérer les angles. Donc ça, on verra aussi après. Ensuite, comme mon téléphone ne défonce pas le sol, la pente qui est là, c'est que la pente va retenir le téléphone. Donc si la pente retient le téléphone, c'est qu'elle exerce une force qui est dirigée plutôt vers le haut, mais elle va aussi permettre de retenir le téléphone de tomber. Donc là, on est dans la réaction du support. Vous vous souvenez, la réaction du support, il y avait une composante normale, perpendiculaire, et une composante tangentielle qui suivait la pente, mais qui s'opposait au mouvement. Donc normalement, le téléphone il est censé chuter vers la droite. Donc la composante tangentielle va aller vers la gauche, et la composante normale va être perpendiculaire à la surface. Donc je vous les ai placés. Je vous rappelle que le point d'application de la réaction du support, c'est le milieu de la surface de contact entre votre système et le support. Le support ici, c'est la pente. Donc je me place au milieu de la surface. Hein. Ça touche de là à là, je me mets au milieu. Je trace une droite perpendiculaire à cette surface, donc c'est le Rn. Donc verticale dirigée vers le haut. Je trace tangentiellement, toujours en ce même point, le RT, qui va vers le haut, qui s'oppose au mouvement vu que ça doit chuter. Et en fait, la résultante des deux doit me donner R, la réaction du support. Et donc, si ça ne bouge pas, d'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, la somme des forces doit se compenser. Donc, en théorie, le vecteur P et le vecteur R doivent avoir la même norme, donc la même taille, et doivent être verticaux. Ils ont juste les sens opposés. Pour tracer Rn, je me mets au bout de l'un des vecteurs. Donc, par exemple, je me mets au bout de RT. Ici, je vais reporter Rn. Donc, c'est comme si vous aviez pris Rn et que vous le translatez là. Je suis partie d'ici, j'ai fait RT, j'ai fait Rn. Point de départ, point d'arrivée. Donc, mon vecteur R va s'écrire entre ce point de départ et ce point d'arrivée. On aurait pu prendre celui du haut. Donc, je fais Rn. Au bout de Rn, ici, je mets RT. Donc, vous voyez que ce petit bout-là, ça correspond à ce petit bout-là. Mon point de départ, mon point d'arrivée, le R est ici. Et donc on vérifie, R est bien vertical comme P, dirigé vers le haut, lui est dirigé vers le bas, et si on mesure avec une règle, la valeur ici serait égale à cette valeur-là. Donc voilà pour l'exemple, et justement comme là je vous ai parlé de la première loi de Newton, on va revoir les deux premières, parce que la troisième on s'en sert un petit peu moins, le principe des actions réciproques, hein, c'est si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce la même force. Voilà. Donc on va voir plutôt le principe d'inertie, la première, et la deuxième qui vont bien nous servir. Alors on débute avec la première loi de Newton qu'on appelle également le principe d'inertie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien en fait, si la vitesse du système est constante, c'est-à-dire si son vecteur vitesse instantanée ne varie pas ou qu'elle est au repos. Donc en fait, je reprends toujours mon téléphone, si mon téléphone ne bouge pas ou que mon téléphone a un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il va en ligne droite à vitesse constante, on peut en déduire que les forces qui s'appliquent sur lui se compensent. Ça veut dire que vous prenez la première force, vous mettez au... Non, je prends la première force, je la parcours, je mets au bout la deuxième, je mets au bout la troisième, je mets au bout par exemple la quatrième endroit. Si vous revenez au même endroit, c'est que les forces se compensent. Donc dans ce cas-là, mon téléphone pourra être soit au repos, c'est-à-dire il n'aura pas de vitesse, il sera immobile, soit aura un mouvement rectiligne uniforme. On peut avoir ça également s'il n'y a pas du tout de force. Imaginez que vous êtes dans l'espace, suffisamment loin de toute source d'attraction. Eh bien, s'il n'y a pas de force, vous êtes immobile si vous ne bougez pas, ou si on fait une petite pichenette, eh bien, vous perdurez avec votre mouvement rectiligne uniforme vers l'infini et au-delà. A contrario, si je sais que les forces ne se compensent pas sur mon système, je peux en déduire qu'il ne pourra pas être immobile et il ne pourra pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. Si je n'ai ni un mouvement rectiligne uniforme et que mon système n'est pas immobile, j'en déduis que les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Vous voyez le truc?
Immobile, mouvement rectiligne uniforme, je sais que les forces se compensent ou qu'il n'y en a pas. Et inversement, je n'ai pas un mouvement rectiligne uniforme, je ne suis pas au repos, alors c'est que mes forces ne se compensent pas. Et à contrario. Donc on va prendre un exemple pour illustrer la première loi de Newton. Je prends le système boule, donc ici. Donc en fait, c'est quoi ce truc? C'est comme un pendule, c'est une boule qui est accrochée à un fil. Donc ça, c'est le fil, ça, c'est la bouboule, et ça, on va dire, c'est le plafond. Ou ça peut être une lampe accrochée au plafond. Alors, je sais qu'on n'a plus les lampes qui pendouillent, mais imaginez qu'on a une lampe qui pendouille. On vous demande, est-ce que la boule peut avoir un mouvement rectiligne uniforme? Alors, vous ne faites pas ça avec votre tête, vous ne dites pas, bah non, ça va penduler comme ça, donc comme c'est courbe, c'est pas un mouvement rectiligne uniforme. On va le prouver avec les forces qui s'appliquent sur le système. Donc, pour le système boule, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, je vous rappelle que supposé galiléen, ça nous permet d'appliquer les lois de Newton et le référentiel terrestre est suffisamment galiléen pour la durée d'une petite expérience comme cela. Quelles sont les forces? Quel est le bilan des forces? Eh bien, on est sur Terre, donc on aura forcément le poids. Le poids, il s'applique au centre de gravité du système, donc au centre de gravité de la boule. Donc je vais pouvoir appliquer ici. Mais la boule, si elle ne tombe pas, c'est qu'elle est retenue par le fil. Et O qui dit fil dit tension du fil. Donc je vais les représenter ces deux forces. Donc le poids 1 qui s'applique au centre de gravité du système, vertical dirigé vers le bas, de norme P égale M fois G. La tension du fil qui s'exerce au point de contact entre le fil et mon système, de direction suivant le fil et de sens vers le haut, ça l'empêche de tomber. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Est-ce que les forces vont se compenser? Pour savoir si elles se compensent, on va les mettre bout à bout. Donc par exemple, je vais partir du poids et au bout du poids, ici, je vais aller mettre la tension T. Je vais regarder mon point de départ, mon point d'arrivée. Si ce sont les mêmes, alors les forces vont se compenser. Si ce n'est pas les mêmes points, les forces ne se compensent pas. Vous voyez, j'ai pris T, j'ai fait la même chose, j'ai mis en pointillé pour qu'on les discerne. Donc je parcours le poids en bas du poids, donc au bout de la flèche, je mets l'autre vecteur. Mon point de départ, il est là. Parcours P, j'arrive ici. Mon point d'arrivée, il est là. Mes deux points ne sont pas au même endroit. Donc les forces ne se compensent pas. Les forces P et T appliquées au système balle dans le référentiel terrestre supposé galiléen ne se compensent pas. J'en déduis quoi? Si les forces ne se compensent pas, est-ce que je peux avoir un mouvement rectiligne uniforme? Non, d'après le principe d'inertie. Il faut que les forces se compensent pour avoir un mouvement rectiligne uniforme ou que le truc il ne bouge pas. Quel peut être le type de mouvement? En fait, le pendule, vous savez que ça fait ça. Vous pouvez le savoir sans faire tout ça. Donc un mouvement circulaire, ok? Et en fait, en fonction de la pente, il va être soit accéléré, soit décéléré. En tout cas, ce n'est sûrement pas un mouvement rectiligne uniforme. On se fait un autre exemple. Maintenant, on va étudier une calculette. J'ai pris la mienne qui est verte. Que l'on pose sur une table. Donc ce truc marron, c'est la table, ça c'est la calculette. Et on vous dit qu'elle est immobile, la calculette. Sachant ça, représenter les forces qui s'exercent sur le système calculette dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Si on vous dit qu'elle est immobile, d'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que les forces qui s'exercent sur la calculette se compensent. Alors là, on ne saura pas quelle taille de vecteur il faut faire, on saura juste qu'au final, il faut que ça se compense. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le système? Donc je suis sur Terre. On aura le poids qui s'exerce au centre de gravité qui est vertical dirigé vers le bas. Et comme la calculatrice ne défonce pas la table, c'est que la table retient la calculatrice, donc il y a la réaction du support. Ici, en fait, il n'y a pas de pente, donc on ne peut pas aller à l'encontre du mouvement. Vous vous souvenez que le RT, la réaction tangentielle, s'opposait au mouvement. Là, il n'y a pas de mouvement. Pas de RT. Donc on aura juste la composante normale. Donc dans ce cas-là, Rn sera égal à R. Et donc R devra compenser le poids. Je
Je vous ai représenté les forces, hein, donc le poids qui s'applique au centre de gravité vertical dirigé vers le bas. Comme j'ai déjà dit, moi j'aime bien le faire descendre jusqu'au bas du truc, soit une pente ou juste la table. La réaction du support, donc on prend le milieu de la surface de contact. Ici, j'ai un petit peu décalé, sinon ça tombait pile sur la verticale du poids. Verticale dirigée vers le haut, normalement ça c'est Rn, mais comme on n'a pas de mouvement, il n'y a pas de RT qui ne s'oppose pas au mouvement. RT égale à vecteur nul, donc juste tracé R. Et donc, si je mesure avec ma petite règle ici, eh bien, la norme de P est égale à la norme de R, ce qui fait que si vous balayez le P, donc ici je vais prendre, je sais pas, du rose, hop. Donc je pars de ce point-là, du centre de gravité, je balaye P, j'arrive là. En ce point-là, je vais aller mettre R, donc je parcours R, et comme ils font la même taille, je reviens là. Donc en fait, mon point de départ c'était ici, mon point d'arrivée c'est ici, les forces se compensent bien. On va passer maintenant à la deuxième loi de Newton. Donc ça serait le cas où bien, les forces ne se compensent pas. Et donc on a un mouvement qui va être non rectiligne uniforme et où le système ne sera pas immobile. Que nous dit la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le PFD, le principe fondamental de la dynamique? Il nous dit que le vecteur somme des forces, donc ça veut dire somme, ça c'est toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur le système, ça va être égal à la masse du système fois la variation de la vitesse instantanée par rapport au temps. Alors, on va revoir ce que c'est que le delta V, hein, la variation de la vitesse instantanée juste après. Mais juste pour vous dire qu'en terminale, cette relation-là va devenir somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système fois le vecteur accélération. Donc au final, le vecteur accélération, ça sera égal à d de v sur dt quand la petite variation tend vers 0. On verra que en fait ça s'apparente à une dérivée pour calculer l'accélération. Donc ça sera connu sous le nom de la deuxième loi de Newton en terminale. Donc là, on va aller revoir comment est-ce qu'on représente des vecteurs vitesse instantanée et le vecteur variation de vitesse instantanée. Ce qui veut dire que si vous arrivez à représenter le vecteur variation de vitesse instantanée, eh bien, je ne sais pas si vous voyez dans l'expression, mais le vecteur somme des forces aura même direction et même sens. D'accord? Ces deux vecteurs-là et là sont collinéaires. En plus, la masse, elle est forcément toujours positive. C'est pour ça que je vous dis que ça a la même direction et surtout le même sens. Il n'y aura pas un terme négatif devant. Donc, si j'ai le vecteur delta V, je peux prévoir le sens et la direction du vecteur somme des forces. Et à l'envers, si j'arrive à représenter le vecteur somme des forces, donc ça veut dire, vous vous souvenez, vous partez du point de départ, vous mettez les forces bout à bout, et puis vous avez le point d'arrivée. Le vecteur somme des forces, ça sera entre le début et la fin. Eh bien, ce vecteur-là aura même sens et même direction que le vecteur delta V. Je vous ai mis un schéma pour vous représenter ce que je viens de vous dire. Donc ici, on aurait la trajectoire. Les points, en fait, sont les positions successives occupées par le système au cours du temps. Hein. On aura une chronophotographie, une prise de position à intervalle de temps régulier, tous les delta t. Bref. Au point 3, on a représenté en rouge le vecteur somme des forces. Donc, en fait, ce bout-là, ça serait le point de départ. Ce bout-là, ça serait le point final quand vous avez fait la somme de toutes les forces mis bout à bout. Et on voit qu'en ce point-là, le vecteur delta V3, la variation de vitesse au point 3, est bien collinéaire. Hein, le vecteur bleu et le vecteur rouge ont bien même direction et même sens. Alors, pour être sûr que vous sachiez tracer un vecteur somme des forces, je vous refais quand même un exemple, hein, avant de faire le vecteur delta V. Donc ici, on étudie le mouvement suivant, donc qui va du point M1 au point M4, d'accord, donc plutôt en forme de courbe, on pourrait dire circulaire, hein, ça semble être un pendule qui fait ce mouvement-là, a priori. Ici, ils ont appliqué 3 forces, donc il y aurait R, la réaction du support. Alors moi, j'aurais mis plutôt T si c'était un pendule, mais on ne sait pas. Alors, on ne sait pas le système dont on étudie le mouvement, donc on ne peut pas prévoir. On a F qui serait une force de frottement, on irait vers la droite et ça s'oppose au mouvement, et le poids P parce qu'on est dans le référentiel terrestre. Et là, en fait, je vais vouloir dessiner le vecteur somme des forces. Vous prenez une force,
Moi, par exemple, je vais prendre le poids, on aurait pu prendre autre chose. Et vous allez la parcourir. Donc moi, je pars de là, mon premier point, donc, on va le faire en rose. Hop. Donc mon point de départ, il est là, pas du tout rose. On n'y voit rien. C'est génial. Orange, peut-être. Allez, orange, on y va. Je parcours le poids. Au bout du poids, je vais mettre un autre vecteur, celui-là ou celui-là. Tiens, on va prendre celui-ci. Donc, je vais me mettre dessus, je le repasse et je vais aller le faire glisser au bout. Hop. Ok, donc on a parcouru le poids, on a mis F après. Et il me reste R. Donc là, je vais prendre du violet pour faire la même chose. Je me mets dessus. Et je le mets ici au bout du vecteur. C'est R. Le point de départ était là, j'ai parcouru P, j'ai parcouru F, j'ai parcouru R. Le point d'arrivée est ici. Vous voyez que le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas les mêmes, les forces ne se compensent pas. Bon, ça, on s'y attendait vu le type de mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme. Et pour tracer le vecteur somme des forces que je vais faire en noir, eh bien, je pars du point de départ qui était là vers le point d'arrivée qui était là. Et je mets une flèche sur l'arrivée. Donc ça, c'est le vecteur somme des forces extérieures. OK? Donc maintenant qu'on sait tracer le vecteur somme des forces extérieures, on va revoir plutôt, comment tracer le vecteur delta V. Delta, en fait, ça veut dire la fin moins le début. Ça veut dire petite variation 2. Donc une petite variation de vitesse instantanée. Qui dit vitesse instantanée dit peut-être définition de la vitesse instantanée. Hein, pour faire la variation d'une vitesse instantanée, ce serait peut-être déjà pas mal de savoir ce que c'est que la vitesse instantanée. Donc on va revoir ça sur une trajectoire que je vais vous dessiner maintenant. Nous avons donc un mouvement circulaire, d'accord? La trajectoire est un cercle. Sur cette trajectoire, on a représenté différentes positions du système à intervalle de temps régulier, ce qu'on appelle une chronophotographie. Quand on prend des photos à intervalle de temps régulier, l'intervalle de temps est noté delta t ou parfois c'est noté tau. D'accord? Donc à chaque tau, c'est comme si j'avais un chronomètre, je vais prendre une photo et je place mon point. Les différentes positions successives permettent de tracer la trajectoire. La trajectoire ici, ça serait un cercle, le mouvement est circulaire. C'était pour vous donner des mots de vocabulaire. Donc on a le point M2, le point M3, le point M4, et le but du jeu, ça serait de représenter le vecteur delta V3 au point 3. Par définition, delta V3, ça va être égal à V4 moins V2. Donc ça va être le vecteur vitesse instantanée au point 4, ici, moins le vitesse instantanée au point 2, ici. Donc vous voyez que là, on a représenté le V4, on a représenté le V2. Et bien là, c'est juste une construction vectorielle. On se place au point M3, je n'ai pas du tout besoin du V3. Donc là, c'est représenté, parce que je vous ai repris le schéma, mais on n'en a pas besoin pour représenter le delta V3. Donc je pourrais très bien l'effacer. Ce que je vais faire, voilà, le V3, on s'en moque. Donc au point 3, qu'est-ce que je vais faire? On a dit que je vais mettre le V4, donc comme ici. On va le prendre. Donc le V4, hop, je le repasse comme ça, je le prends, je le mets en ce point-là, d'accord? Je vais mettre ma flèche au bout du V4, donc V4, et moins V2, ce truc-là est un 2, on ne voit pas trop, donc V2, il était où? Il était là, je vais le repasser en vert, tiens. Donc V2, il était là. Je le prends, je le mets au bout du V4, mais comme c'est moins V2, je le mets à l'envers. Donc au lieu d'avoir la petite flèche ici vers le haut, je l'ai vers le bas. Donc là, on a fait moins V2. Donc au point M3, je fais le V4 dans le même sens, vu que c'est un plus devant.
moins V2, donc je fais le V2 en sens inverse. J'arrive en ce point-là, j'ai commencé là, j'arrive là. Le vecteur delta V se fait entre le point de début et le point d'arrivée. Donc si je voulais le refaire en violet, le point début, il est là, le point d'arrivée, il est là. Donc ça, ce qu'ils ont marqué ici, c'est le vecteur delta V3. Au passage, il pointe vers le centre de la trajectoire, on dit qu'il est centripète. Donc là, vous aviez déjà les vecteurs vitesse instantanée, mais il faut savoir également les dessiner, ces vecteurs vitesse instantanée. Donc, je fais une petite révision là-dessus. Donc, j'ai représenté la chronophotographie d'un mouvement circulaire, réalisé à l'échelle 1 pour 1. Ça veut dire que vous, si vous prenez votre règle et votre téléphone ou votre ordinateur, vous mesurez directement 1 cm, ça fera 1 cm en réalité, et un delta t qui vaut 1,0 millisecondes entre chaque point, c'est-à-dire qu'entre le point M1 et M2, j'ai 1,0 millisecondes qui s'écoule. Et donc, par exemple, on va vouloir représenter le vecteur V2. Donc, le but du jeu, ça serait de représenter le vecteur V2. Un vecteur vitesse, ça va avoir aussi un point d'application. Donc là, si je parle de V2, le point d'application, ça va être M2. Une direction, un sens et une norme. C'est comme la force. Donc, il va falloir trouver la norme à un moment. OK? En attendant, trouver la norme. Donc, on a trouvé le point d'application. Quelle va être la direction? La direction de V2, ça va être la même que la droite qui passe par les deux points qui l'encadrent. Par exemple, si je prends, hop là, en rose, entre M1 et M3, vous voyez que là j'ai la droite que j'ai tracée. La direction de V2, elle est parallèle, c'est la même que celle de la droite qui passe par les points M1, M3. Donc si je veux aller représenter V2, je vais faire une droite parallèle à cette droite rose-ci. Ensuite, le sens, on voit que le mouvement se fait vers le haut. Donc le sens de la flèche, ça sera vers le haut. Je vais le tracer en orange. Donc je pars du point 2. Ok, ça m'a mis en rose. Je trace une droite qui est parallèle. D'accord? Et par contre, la taille de votre vecteur va dépendre de la valeur que vous avez trouvée. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Le petit bout de la flèche, il va être vers le haut. Il va falloir que je pose une échelle. Alors, comment calculer la valeur du vecteur vitesse? V2, ça va être égal à la distance qu'on a parcourue pour aller du point M1 à M3. Je prends les deux points qui encadrent mon point considéré. D'accord? Mais on est bien d'accord qu'en vrai, je n'ai pas parcouru la distance qui est en rose là. Hein, mon point, il n'a pas été de là à là, tout droit. Il a fait l'arc de cercle. Donc si je mesurais à la règle cette distance-là, ça serait un peu biaisé. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre ma règle, je vais mesurer de M1 à M2 avec la règle. Alors certes, c'est pas la courbure exacte, mais on s'en approche un peu plus. Donc je vais aller mesurer de M1 à M2 combien ça vaut, plus de M2 à M3 combien ça vaut en centimètres. Donc là, oups, je prends vraiment ma règle et je vais aller mesurer donc de M1 à M2 et de M2 à M3 combien j'ai de centimètres. Ça prend une certaine valeur, je ne vais pas vous le faire à l'écran, ce ne serait pas à l'échelle. Et ensuite, diviser par le temps qu'il a fallu pour aller de M1 à M3. Entre chaque point, il s'écoule delta t. Donc en fait, là, il a fallu 2 delta t. Delta t, c'est 1,0 millisecondes. Donc en bas, on aurait 2 millisecondes. L'unité d'une vitesse, ce sont des mètres par seconde. Donc il vous faudra convertir ça en mètres. D'accord? Donc là, on a des centimètres qu'on va mesurer. Donc on mettra 10 moins 2. Et en bas, en fait, ça doit être des secondes. Alors j'ai des millisecondes, donc il faudra mettre 2,0 fois 10 moins 3 secondes. Donc là, j'aurai une certaine valeur. Alors, je dis un truc au pif, je ne sais pas, on va dire 5,0 mètres par seconde. OK? Et là, je vous demande de le représenter. Vous allez proposer une échelle. Donc, par exemple, une échelle toute simple. Ça serait que 1 mètre par seconde soit représenté, donc la double flèche équivaut à 1 cm. Ce qui veut dire que là, ma flèche, elle ferait 5 cm, comme j'ai 5 mètres par seconde.
Donc ici, là, j'aurais mesuré 5 cm et là, on aurait le vecteur vitesse instantané V2. On aurait pu très bien proposer une autre échelle, il faut juste que vous la notiez. Et quel intérêt de faire l'échelle? C'est que, donc, par exemple, si je voulais delta V3, delta V3, par définition, c'est V4 moins V2. Donc j'aurais tracé le V4 ici, qui de toute façon serait comme V2 tangent à la trajectoire. Hein, donc, hop, on va dire que V4, il est comme ça. Okay, donc au point 3, j'aurais mis V4 moins V2, je serais arrivé quelque part par là, et en mesurant le vecteur delta V, pardon, on a dit V3, en mesurant le vecteur delta V3 en centimètres et en me servant de l'échelle, j'aurais pu en déduire quelle était la valeur de delta V3. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le faire par le calcul. Je m'explique. Delta V3, vectoriellement, c'est V4 moins V2. OK? Vous n'avez pas le droit de mettre que V3, c'est V4 moins V2 en valeur, c'est-à-dire de mettre la valeur de V4 moins la valeur de V2. Ça doit être une construction graphique, donc ça, c'est non. Vous le construisez, vous mesurez la longueur de delta V3, et grâce à l'échelle, vous allez trouver la valeur en mètres par seconde de delta V3. Donc voilà ce qui clôture la révision sur les forces, sur les lois de Newton. Par la suite, on va avoir des travails d'une force, ainsi que les énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécanique. Et je vous souhaite une bonne journée.